Mesdames, Messieurs, chers amis d'AF et d'au-delà de l'AF, je remercie tout d'abord les organisateurs et M. Gauthier de m'avoir confié la parole pour vous parler d'un thème maurassien. Lorsqu'il s'agit de choisir un sujet, j'ai proposé de parler des discussions dont l'enquête sur la monarchie se fait l'écho. Et compte tenu de l'étendue du temps qui m'est imparti, nous avons décidé de traiter un point précis simplement, à savoir l'une des thèses qu'aborde l'enquête à travers une confrontation d'idées entre Maurice Barrès et Charles Maurras, la question de la bonne République. La question de la bonne République, la question du nationalisme républicain ou du nationalisme intégral qui est celui de l'Action française. On connaît la méthode d'élaboration de l'enquête sur la monarchie. C'est un travail de journaliste, ceci dit sans aucun côté péjoratif. Maurras a été l'un des premiers à appliquer la méthode de l'enquête, savoir d'interroger des personnes diverses et d'évaluer chacune des réponses. Il avait commencé par interroger deux responsables royalistes, M. Buffet et le comte de Ursalus, qui avaient été exilés pour quelques complots contre la République. Et de ces entretiens, il avait tiré une vision cohérente de la monarchie, une vision qu'il opposait comme une alternative au régime républicain en place, le régime de la Troisième République. Donc c'était la première partie qui était une élaboration doctrinale. Dans une deuxième partie, Maurras pose une question à divers écrivains. Donc dans le prolongement du projet monarchique qu'il a élaboré, il demande oui ou non l'institution de monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public? Voilà la question qu'il va poser, la même question à tous les interlocuteurs qu'il aura, question qui est posée à divers écrivains. Certains sont ses amis ou ses relations, certains sont des gens déjà illustres comme Paul Bourget ou Henri Bordeaux, d'autres sont des gens qui ne sont pas encore très connus mais qui le deviendront, je pense à Jacques Bainville par exemple. Le résultat de cette enquête, c'est que Maurras va recevoir des réponses de tous ses correspondants et certains se rallient tout de suite à son argumentation monarchique en estimant que la royauté est effectivement de salut public. D'autres font des objections, mais Maurras, qui est un dialecticien très fin et en même temps un controversiste redoutable, triomphe, il obtient le ralliement de la plupart de ses contradicteurs, qui deviennent d'ailleurs ses alliés, certains même adhèrent à l'Action française. Il est cependant un écrivain déjà célèbre qui va se montrer coriace et qui, tout en admirant la dialectique de Maurras, ne va pas aller jusqu'au ralliement. Et cet écrivain, c'est Maurice Barrès. Maurice Barrès l'a interrogé en raison de sa notoriété, mais aussi de leur amitié, car ils sont compagnons de combat dans plusieurs affaires précédentes, comme l'affaire Dreyfus par exemple, et ils ont une amitié personnelle. Alors, qui est Maurice Barrès? Je vais rappeler un petit peu. Il est de peu l'aîné de Maurras. Il est né en 1862 et Maurras en 1868. Barrès est un Lorrain revendiqué, même si une partie de sa généalogie plonge vers l'Auvergne. C'est avant tout la Lorraine qui compte pour lui. Un homme de l'Est, donc, là où Maurras, lui, est un Provençal, frotté de Languedoc. À l'époque de l'enquête, c'est-à-dire les années 1900-1903, Barrès est déjà un écrivain reconnu, dont les idées ont eu un grand retentissement. Et on notera aussi la différence d'approche des questions politiques par les deux personnages. Maurras est un esprit analytique, raisonneur. Il écrit des articles quotidiens et il fait de temps en temps des essais théoriques. Barrès, lui, est plus intuitif, plus sentimental. Il utilise le roman pour propager ses idées. Barrès est parti, d'ailleurs, il a un itinéraire qui est curieux, il part de ce qu'il appelle le culte du moi. Le culte du moi, c'est le titre d'un triptyque de romans. Comme je l'ai dit, Barrès écrit des romans, et entre 1888 et 1891, il écrit plusieurs romans. Et comme le dit un écrivain postérieur, Jean Tarot, le phénomène d'un écrivain qui connaît le succès à 25 ans était rare en ce temps-là. D'autant qu'il s'agissait d'un écrivain qui ne s'intéressait qu'à lui, qui ne parlait que de lui, mais lui, c'était nous-mêmes. Et effectivement, Barrès, tout en parlant de son âme et de ses problèmes, de sa façon de voir le monde, intéresse toute une génération, parce que les questions qu'il pose sont celles que tout le monde se pose. Il a été ressenti comme le prince de la jeunesse et comme un chef de file ou un phare. Et dans ce culte du moi, on est quand même très loin du nationalisme, mais vous allez voir comment on va y arriver très vite. Barrès affirme les droits de la personnalité, et il dit nous devons défendre notre personnalité, notre moi, contre tout ce qui l'entrave, tout ce qui affaiblit notre sensibilité. Et ça l'amène à se poser sous l'œil des barbares.
c'est-à-dire à s'analyser. Les barbares, bon, c'est ceux qui sont les ennemis de ce moi, et il remonte à son passé pour mieux se connaître. À travers ce retour à son passé, il retrouve son origine géographique. C'est la Lorraine dont il est le produit. Et ainsi, il passe de l'individualisme au culte, il dira, le culte de la terre et des morts. La culte de la terre et des morts. Et de là, il va passer à la défense de son identité lorraine et puis de la défense de la nation, la terre et les morts qui le relient à la société autour de lui. Son itinéraire paraît a priori différent de celui de Maurras, mais ce n'est pas si différent que ça, si on y réfléchit, puisqu'on sait que Maurras, quand il était collégien, a été atteint par une surdité accidentelle, et après une phase suicidaire, puis une anarchie intellectuelle, où il disait il faut tout courir, tout fleurer, c'est-à-dire tout sentir, et avoir toutes les expériences possibles, il est arrivé à une reconstruction systématique de son univers à travers l'esthétique. Maurras est un grand amateur de l'esthétique classique grecque, entre autres choses, et aussi la politique, le salut de la cité, rempart de la civilisation. Donc, vous voyez, dans les deux cas, on part d'une vision personnelle, que ce soit le culte du moi ou que ce soit la surdité de Maurras, et on en vient à penser à la société dans laquelle on est plongé et dont on est issu. Alors, Maurras et Barrès ont cela en commun. Ils ont aussi en commun certains combats politiques, comme l'affaire Dreyfus. Tous les deux ont été dans le camp anti-Dreyfusard. Et également, alors en revanche, ils ont un itinéraire politique différent. Barrès a été député, et il a aimé cela, pourrait-on dire. Il a d'abord été député boulangiste, vous savez, le général Boulanger, ce général revanche qui, au début de la Troisième République, avait fait penser à une république plébiscitaire, etc. Et donc Barrès a été très fidèle à la mémoire de Boulanger. Il était député boulangiste en 1889, et ceci jusqu'en 1893. Puis il a essayé d'être élu assez vainement au début, et en 1906, il est député de Paris, et il le sera jusqu'à sa mort en 1923. Il a beaucoup aimé être député, alors que Maurras lui-même n'a jamais pensé entrer au Parlement, qu'il déteste d'ailleurs et qu'il critique, il veut une monarchie anti-parlementaire, et la surdité de Maurras l'exclut a priori de toute façon de ce genre de carrière. Alors la pensée de Barrès est plus évolutive que celle de Maurras. J'aurais tendance, n'y voyez pas une critique, mais à dire que Maurras est quelqu'un d'entêté et qu'une fois qu'il a fixé une idée, il est très difficile de l'en faire sortir. Il a des opinions, je pense par exemple, un petit détail anecdotique que raconte Xavier Vallat, quand ils étaient en prison ensemble, à un moment, Vallat parle d'une idée du gouvernement de Vichy qui lui paraissait bonne, et cette idée était de Laval. Et Maurras n'a jamais voulu admettre que ce fut Laval qui fut à l'origine d'une bonne idée, parce qu'il n'aimait pas Laval, et donc il était resté fixé sur cette idée. Donc, vous voyez, Maurras était quelqu'un de persévérant. La pensée de Barrès est davantage évolutive. Il passe de l'individualisme à la défense de la terre des morts, et il évolue de plus en plus vers le nationalisme républicain, ce dont va témoigner une autre trilogie, 3 autres romans, le roman de l'énergie nationale, paru entre 1897 et 1902. Dans cette trilogie, il raconte les péripéties de l'arrivée à Paris et de la vie à Paris d'un groupe de jeunes Lorrains, donc ils sont assez nombreux d'ailleurs, et le premier tome, Les Déracinés, montre leurs succès et leurs échecs qui sont liés au moi de chacun et à leur rencontre avec ce déracinement, c'est-à-dire avec la vie de la capitale alors que ce sont des provinciaux. Il y a une scène intéressante d'ailleurs, une scène que Maurras n'aurait certainement pas imaginée et que Barrès met au contraire en évidence et qui va nous éclairer un peu sur ces tendances, c'est que les jeunes Lorrains viennent et ils vont aux Invalides, au tombeau de l'empereur, prendre une cure d'énergie. Donc, voyez cette idée qui a plu à Barrès, mais bon, Maurras, évidemment, n'aurait sûrement pas eu pensé la même chose. Alors, Barrès va combiner le régionalisme, c'est un décentralisateur, malgré l'admiration qu'il peut porter à Napoléon, c'est aussi un décentralisateur, comme Maurras, et il combine cela avec le patriotisme. La nationalité française, selon lui, est faite des nationalités provinciales. Si l'une de celles-ci fait défaut, le caractère français perd un de ses éléments. Donc, il est français à travers son patriotisme lorrain. Il consacre d'ailleurs, pour en terminer sur la vie de Barrès, son énergie d'écrivain, d'abord à la revanche contre l'Allemagne, les provinces perdues, toujours bien sûr. Pensez que Barrès vivra pendant la période de la guerre de 14, et écrira beaucoup à ce moment-là. La sauvegarde des églises également. Alors Barrès est un petit peu un catholique de la porte, dirais-je. C'est pas avant tout un homme c'est pas un homme très pieux, mais c'est un homme qui est attaché aux églises et qui défend notamment le patrimoine de nos églises qui déjà à l'époque tendait à se dégrader. Il écrit un ouvrage, La grande pitié des églises de France. Il est aussi l'initiateur en tant que député de la fête nationale de Jeanne d'Arc et il fait voter par la Chambre des députés cette fête qui est toujours légalement une fête nationale, comme vous le savez.
Alors, quoique sensible aux littératures étrangères, il n'hésite pas non plus à opposer les nationalistes et les cosmopolites, et le terme nationaliste lui doit beaucoup, et lui doit beaucoup aussi du sens qu'il a, c'est-à-dire un sens patriotique et non plus un sens jacobin comme précédemment. C'est l'idée. On oppose nationalisme au cosmopolitisme, désormais. Il ne s'agit pas de s'opposer aux autres nations, de penser à une domination telle qu'a pu être celle de la grande nation républicaine ou de grand empire. Là, il s'agit de s'opposer au cosmopolitisme qui dissout les identités nationales. Alors, ce nationalisme que défend Barrès, on peut se poser la question de savoir comment il va se maintenir. Maurras, lui, a trouvé une solution avec la monarchie. Est-ce que le député Barrès va, lui, admettre cela? Est-ce qu'il va le reconnaître dans toute l'histoire de France et admettre ou simplement se fixer sur la solution monarchique? Maurras, en effet, a une tendance très critique à l'égard de tout ce qui s'est passé depuis 1789. Barrès, lui, ne va pas vouloir amputer l'histoire de France de ce qui s'est passé depuis. Donc je vais voir successivement la réponse de Barrès à l'enquête sur la monarchie et ensuite les critiques de Maurras. Alors d'abord, premièrement, la réponse de Barrès à l'enquête. Barrès écrit à Maurras qu'il est d'accord avec lui sur plusieurs points. Il lui dit « Je crois qu'il faut une raison qui commande dans l'État ». Et au passage, il rejette un argument qu'on trouve quelquefois à cette époque, qui dit que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Il cite le cas de M. Grévy. M. Grévy, c'est le président de la République qui a succédé à MacMahon. Vous savez que MacMahon avait essayé, fort maladroitement d'ailleurs, d'influencer la politique et de la solution, d'ailleurs, c'était la question république ou monarchie, et MacMahon avait été intervenu très activement et très maladroitement dans la politique. M. Grévy, quand il arrive, donc ça s'appelle un républicain opportuniste, c'est un républicain modéré, disons, et il dit « je n'entrerai pas en lutte avec la volonté nationale », et il va inaugurer les chrysanthèmes après, pendant son septennat. Donc cette idée ne plaît pas à Barrès, et cette idée d'un gouvernement qui gouverne peu. On peut la retrouver aussi chez Anatole France, par exemple. Anatole France, d'ailleurs, on fait un éloge de la République. Il dit la République, c'est un gouvernement qui gouverne mal, mais elle a l'avantage de gouverner peu. Et d'ailleurs, il dit, par exemple, en matière de politique étrangère, la République est capable de moins de choses que le souverain le plus médiocre. Et Anatole France, finalement, trouve ça très bien. Il dit, finalement, moins on est gouverné, plus on est heureux. Donc, avoir un gouvernement, un État médiocre et faible, c'est très bien. Et alors ça, Barrès condamne évidemment tout cela. Et d'ailleurs, Maurras donnera par la suite lui-même une critique de cela en disant la République aussi peut s'avérer tyrannique. C'est pas loin pour chercher la terreur, par exemple, ou bien la guerre de 14 dans laquelle la République, après impréparation, va jeter la France. L'ex-boulangiste Barrès, lui, qui est admirateur de l'énergie napoléonienne, n'a pas de peine à se prononcer contre cette République faible. Et il invoque d'ailleurs à l'appui de son opinion sur l'idée d'une république forte l'avis de Rousseau. C'est peut-être un peu pour taquiner Maurras d'ailleurs, mais Rousseau déclare en effet que dans le péril, la dictature est de droit. Coup de chapeau à la direction d'un seul, mais qui ne l'amène tout de même pas à la monarchie. Il admet, Barrès dit, oui, le système monarchique, il dit comme ça, le système monarchique a constitué le territoire français. Il rend hommage à certains auteurs, comme Bonald et Leplay, des théoriciens, comme le Renan d'un beau livre, c'est-à-dire Renan, auteur de la réforme intellectuelle et morale, ou bien les romanciers Balzac et Bourget. Barrès étant lui-même un romancier, il rend hommage à des collègues qui sont eux-mêmes très favorables à la monarchie. Mais il dit, tout ça c'est bien, mais la monarchie est peut-être le meilleur système, mais in abstracto. Il dit cela in abstracto. Pour Barrès, en effet, il y a plusieurs obstacles. D'abord, la famille royale. Il dit que la famille royale française ne bénéficie pas d'une adhésion. C'est ce qu'il lui reproche. Il ne fait pas d'autres reproches, il n'est pas du tout dans les chorales dynastiques, choses-là. Il est simplement à dire la famille royale française ne bénéficie pas d'une adhésion. Et déjà, il dit c'est une faiblesse par rapport à la monarchie. D'autre part, il manque une aristocratie. Il dit ce qui reste de la noblesse, c'est très peu de choses. Et en plus, d'ailleurs, il a un mot, il dit, parce qu'il y a eu quand même pas mal de mésalliances, effectivement, de la noblesse française, il dit la noblesse n'arrive pas à se purger des rastaquaires. C'est le terme qu'il utilise. Je vous le livre. C'est politiquement incorrect, mais enfin, ce n'est pas de moi, c'est de lui. Et puis, il fait une autre objection, obnezza voce, j'en ai un peu fait allusion, je ne date pas d'un siècle de l'histoire de France, mais je ne puis méconnaître non plus les périodes les plus récentes. Donc, il montre qu'il garde une certaine admiration pour la République ou l'Empire. Et il ajoute, je
que les Français, selon lui, je le cite, réservent pour le principe républicain ces puissances de sentiment que d'autres accordent au principe d'hérédité. Pour lui, donc, un gouvernement a besoin de ces puissances de sentiment, il a besoin de cette adhésion populaire, et pour lui, les Français sont devenus républicains, en quelque sorte, et on peut aller difficilement contre. Donc on trouve le côté sentimental de l'auteur du culte du moi. Barrès conclut en suggérant à Maurras, ne pouvant faire ce qui vous paraît raisonnable, que ce qui vous paraît raisonnable, soit accepté de tous, pourquoi ne tâchez-vous pas que ce que la majorité accepte devienne raisonnable? Et il dit, il y a deux réformes qui sont possibles, selon moi, en régime républicain, l'autorité au sommet de l'État et la décentralisation dans le pays. Mais vous donc voyez l'argumentation de Barrès, n'est-ce pas, où il dit, certes, la monarchie, en théorie, c'est peut-être le mieux, d'autre part, les Français sont désormais républicains, donc il y a intérêt à ce que tous les nationalistes se réunissent pour faire ce qui paraît possible, à savoir un État plus fort et, d'autre part, une décentralisation. Alors, que va répondre Maurras? C'est la deuxième partie, sa réponse aux objections barrésiennes. Alors d'abord, Maurras donne acte à Barrès de son accord sur certains points comme l'autorité forte de l'État ou les libertés locales et professionnelles. Il y a ensuite une réplique où on sent que Maurras, le théoricien quand même, a senti la banderille en lui disant « c'est beau mais c'est in abstracto », il dit « une théorie bien faite est la règle obligatoire de la pratique ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une pratique si on part d'une théorie bancale. On ne peut pas faire l'économie de la vérité politique. C'est vrai, mais j'allais dire c'est une demi-réponse. Là, je vais plaider la thèse de Barrès. Maurras dit quelque part ailleurs, pas dans ce texte-là, mais dit ailleurs, la politique est l'art du possible. Et c'est un peu la réponse qu'on peut faire à cela, n'est-ce pas? Alors, ensuite, il reprend la question de la dictature de Rousseau, et il dit, quoi qu'il en soit, on peut tirer de cet argument de Barrès que le gouvernement le plus fort est le gouvernement d'un seul. D'ailleurs, là, Maurras oublie le comité de salut public, qui était plural et cependant dictatorial. Alors, absence de consensus, dit Maurras. Et il dit, Barrès me dit, il n'y a pas de famille régnante reconnue en France. Le grand reproche de Barrès, c'est de dire que la famille royale n'attire pas la majorité des Français. Et il dit pas du tout, on est à l'époque, je vous rappelle, dans les années 1900, donc il y a encore un empereur en Allemagne et un empereur en Russie, et il dit, le Kaiser, le tsar ne sont pas sur le trône parce qu'il y a une majorité en leur faveur, c'est parce qu'ils sont sur le trône que la majorité les suit. Donc le pouvoir précède l'assentiment des sujets. C'est une observation qui paraît exacte, mais elle est à mon avis dangereuse quand même, parce qu'on peut dire aussi que quand les princes sont écartés du trône, il est bien difficile d'y remonter. Je pense un peu à la théorie chinoise du mandat du ciel, quand vous avez perdu le mandat du ciel, c'est pas facile de le retrouver. Alors Maurras dit d'ailleurs, parce qu'il sent quand même qu'il y a une objection importante là, qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper de rallier une majorité, et il se soucie davantage d'une élite qui entraînera la nation. Et cette idée est assez curieuse d'ailleurs de dire il faut une élite, les gens ne sont pas conscients. Ça me fait penser à, je vais peut-être vous choquer un petit peu, à l'idée de Karl Marx qui voyait dans le Parti communiste l'avant-garde du prolétariat en disant la majorité des gens ne sont pas capables de faire la révolution, il faut qu'il y ait une avant-garde qui le fasse. C'est un peu la même chose qu'à Maurras. Il dit lui il veut une élite, hein, il ne veut pas le prolétariat, mais il veut une élite pour attirer le reste. Il dit que la majorité se ralliera de toute façon, avant ou après la prise de pouvoir monarchique. Je cite, « Les majorités sont toujours en faveur du gouvernement établi dès lors qu'il assure l'ordre et se fait respecter. » Alors il dit aussi qu'il faudra l'appui de l'armée. Là encore, on peut dire, oui, en 1900 peut-être, à notre époque où l'armée est devenue avant tout un service technique, c'est peut-être moins évident. Alors, quand on distingue l'un de l'aristocratie, il dit tout État a besoin d'une élite, donc d'une aristocratie. Et même les républiques, comme la République de Venise ou comme Rome, en ces temps républicains de l'Antiquité, voire même Athènes à ses débuts, ont eu une élite, et cette élite est héréditaire, dit Maurras. Et c'est ce qui manque, effectivement. Et il dit d'ailleurs, si la République, pour faire une bonne République, Barrès aurait eu besoin d'une aristocratie qui n'existe pas. Donc, il dit, nous n'avons rien. À la place, au lieu d'une élite, nous avons un Parlement qui est soumis aux erreurs, à la corruption, et susceptible d'y entraîner les masses. Ça, c'est très subtil, enfin, c'est très important comme remarque. Il cite un exemple, Napoléon III, qui était, bon, je ne suis pas pour l'accabler, hein, étant originaire du sud-ouest de la forêt landaise, dont nous vivons beaucoup à Napoléon III, donc je ne l'accable pas, mais en politique étrangère, tout le monde reconnaît quand même que Napoléon III a une mauvaise politique. Et bien cette mauvaise politique vient du principe des nationalités. Et là, c'est l'empereur qui a entraîné le peuple dans une mauvaise politique. Donc il dit, un dirigeant qui se trompe peut entraîner un peuple également. Et il dit, à quoi
accroître? Alors là, c'est une réponse à Barrès qui veut un pouvoir fort. À quoi bon accroître le pouvoir de l'autorité centrale si elle s'exerce au profit et au service, alors je vous cite les auteurs, c'est politiquement incorrect, hein, au service des Juifs, des monos. Les monos, c'est une famille protestante importante dont Maurras a parlé ailleurs dans ses deux flores, et de tout ce qui n'est pas français. Donc il dit effectivement que si c'est un pouvoir fort, mais qui est au service d'oligarchie ou d'intérêts non nationaux, ça ne sert pas à grand-chose. Et il dit l'élection ne peut nous donner qu'une somme d'intérêts particuliers, non l'intérêt général, et seule la monarchie peut pourvoir à cet intérêt général. Je remarque d'ailleurs que Barrès n'a effectivement pas fait une proposition alternative à la monarchie selon Maurras. Barrès ne parle pas du tout d'aspect constitutionnel, par exemple. Maurras nie que le système républicain puisse permettre les réformes souhaitables. Il dit que le système démocratique républicain n'assure même pas le nationalisme des dépositaires du pouvoir effectif. Et ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs la même critique que ce que je faisais précédemment, c'est-à-dire que le chef qu'on peut se donner peut avoir de très mauvaises idées, entraîner le peuple. Et donc, si nous avons un chef qui n'est pas nationaliste, il vaut mieux avoir un pouvoir faible qu'un pouvoir fort. Et nous qui connaissons la Ve République avec son pouvoir fort, mais qui avons connu la République gaulienne, la République giscardienne, la République mitterrandienne, la République sarkozienne, hollandiste ou maintenant macronienne, nous pouvons dire qu'effectivement le pouvoir fort a quand même quelques défauts. Donc c'est un peu l'histoire des baïonnettes qui devient que c'est bien d'avoir des baïonnettes, mais il ne faut pas qu'elles deviennent folles et qu'elles soient dirigées par des fous. Alors Maurras dit que le seul qui peut être un point fixe, c'est le roi. Et il invite Barrès à rejoindre le combat royaliste, mais malgré tout, son chapitre se termine par une courte note de déception après 9 ans, où il dit « Je n'ai pas vaincu Maurice Barrès ». Et je crois même d'ailleurs, mais je n'ai pas retrouvé la citation, que quelque part, Maurras ailleurs dit « Barrès n'est pas royaliste et c'est mon scandale ». Alors, dans l'enquête, si je puis me permettre encore une minute sur l'enquête elle-même, il y a un autre passage où Maurras évoque de nouveau sa discussion avec Barrès. C'est un passage appelé « Avis aux personnes pratiques ». Et il reprend la question de la bonne République et il fait vraiment référence à la question de Barrès, pourquoi ne pas faire que ce que la majorité accepte devienne raisonnable. Maurras dit que cette invitation à s'emparer du pouvoir républicain, car c'est ça au fond, c'est-à-dire tous les gens raisonnables vont se mettre ensemble pour faire les bonnes réformes, etc. Et il dit que ce n'est pas possible, c'est une chimérique défense qui n'existe que sur le papier. En effet, Maurras dit, il y a un seul gouvernement, c'est la République à l'heure actuelle, c'est un gouvernement des partis, mais ces partis ne suffiraient pas pour sauver la République. La République, elle a une colonne vertébrale, et il dit, cette colonne vertébrale, c'est la franc-maçonnerie. Et il y a un passage que je ne résiste pas à l'idée de vous citer, parce que c'est amusant, parce que c'est presque un hommage à la franc-maçonnerie, ce qui est étonnant de la part de Maurras, mais vous comprendrez pourquoi. Je vais vous le lire parce qu'il est drôle, d'autant par les circonstances que nous vivons avec la grève des éboueurs. Il nous dit, disais-je alors, les rues sont balayées en hiver, vous voyez, c'est ça, arrosées en été, si la poste circule, si les impôts rentrent régulièrement, si les conscrits sont enrôlés à terme fixe et congédiés aujourd'hui, si les marchandises payent au port les taux indiqués par la loi, si les préfets administrent, si les ambassadeurs traitent et négocient, si en un mot, les affaires courantes sont expédiées de telle sorte qu'il paraisse y avoir une France et que la République ait suffisamment l'apparence d'un gouvernement, soyez-en sûr, mon cher président, c'est à l'oligarchie maçonnique que nous le devons. Bien ou mal, elle a pris la succession des gouvernements réguliers. Bien ou mal, elles continuent leurs fonctions indispensables, elles disposent d'un personnel éprouvé, soutenu et conduite par la plutocratie, elles supplient l'instabilité constitutionnelle, elles créent une suite de desseins politiques et administratifs, elles fournissent le minimum de continuité nécessaire. Donc vous voyez, c'est assez drôle parce qu'il montre effectivement que la pluralité des partis républicains empêcherait tout gouvernement. Et il dit finalement la colonne vertébrale de la République, c'est la franc-maçonnerie. Chose qui est historiquement démontrée. D'ailleurs, j'ai vu récemment une émission qui était plutôt caressante pour la franc-maçonnerie à la télévision et où il était quand même avoué que la majorité des députés, des sénateurs et des ministres de cette époque étaient maçons. Alors, il dit, en face, il n'y a pas d'alternative, malheureusement. Et notamment, et c'est parce qu'il combat l'idée du nationalisme républicain de Barrès. Il dit que de l'autre côté, il n'y a, puisqu'on ne souhaite pas l'ordre maçonnique, qu'y a-t-il d'autre? Alors il dit l'Église. L'Église, certes, elle est puissante, mais même les catholiques ne sont pas favorables à ce qui serait un empiètement. Effectivement, il y a quand même
une spécialité des fonctions, des missions, n'est-ce pas? Et les Français, d'ailleurs, il le dit, même catholiques, Saint-Louis, ils ne sont pas favorables au gouvernement des curés. Alors il dit les mouvements nationalistes, puisqu'ils se prétendent en quelque sorte être l'antidote du gouvernement maçonnique, et il cite le cas de la Ligue de la Patrie française à laquelle Barrès a participé, et il dit tout ça est bien trop fait pour s'imposer face aux États confédérés qui soutiennent la République. Alors c'est une thèse maurassienne, encore une thèse politiquement incorrecte, donc je me garderai bien de vous dire le bien que je peux en penser, mais donc pour lui il y a un certain nombre de groupes oligarchiques. Alors il cite, peut-être pas dans ce texte mais il le cite ailleurs, les juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques comme il appelle, c'est-à-dire les étrangers étaient en France. Alors il dit donc il y a ces États confédérés qui soutiennent la République et donc en face d'eux, ce que présentent les nationalistes représente peu de choses. Et puis il dit en outre, il y a une autre complicité, c'est-à-dire le goût du moindre effort et l'individualisme, et la République le cultive, la République le favorise. Donc il dit en face de l'hétérogénéité des adversaires de la République, il dit c'est une mêlée d'intérêts divergents, il n'existe aucun moyen de discipliner la démocratie, il n'y a pas d'aristocratie, et seul un prince ou un protecteur le pourrait, et donc il dit le seul nationalisme possible, c'est le nationalisme intégral, c'est-à-dire la monarchie. Alors, en conclusion, que tirer de cette joute sur la question de la bonne République? Le dialogue a continué, en témoigne la correspondance Barrès-Maurras qui a été publiée en 70 sous le titre « La République ou le roi ». Et donc, c'est intéressant de voir qu'amicalement, d'ailleurs, ils ont continué à s'opposer là-dessus. Mais jamais Barrès ne s'est converti à la monarchie jusqu'à sa mort en 1923. Alors, que reste-t-il des arguments? Barrès n'a pas donné une doctrine constitutionnelle. Son passage vers le boulangisme, cependant, son goût pour l'Empire, par exemple, montre qu'il aurait souhaité sans doute une république consulaire ou présidentielle et plébiscitaire. L'objection de Maurras est cependant valable. Une telle république n'est pas assurée d'avoir un nationaliste à sa tête. Et donc, si vous avez un non-nationaliste à la tête, j'allais dire d'une certaine façon, c'est pire d'avoir une république forte qu'une république faible. Donc, il y a ce problème. Donc, Maurras conseille absolument le nationalisme intégral, et en ça il a raison. Je dirais cependant, pour atténuer un petit peu, que Barrès, quant à lui, parle des puissances du sentiment, et que Maurras a peut-être un peu trop négligé cela. Maurras ne se soucie par exemple pas beaucoup de la représentation, on dit on veut une représentation professionnelle, on veut une représentation provinciale, etc., mais il ne va pas dans les détails, ça ne le passionne pas visiblement. L'idée aussi que on imposera une solution nationale et qu'après la majorité se ralliera, elle n'est sûrement pas fausse, hein, les gens vont toujours vers le pouvoir, c'est sûr. Malgré tout, j'allais dire, la potion risque d'être amère, et il est peut-être utile ou nécessaire d'essayer de gagner la puissance du sentiment. Après tout, la solution monarchique est belle, on peut aussi montrer qu'elle est intéressante et qu'elle est conforme aux aspirations du peuple français. Et donc, je serais un peu pour réconcilier les deux penseurs en disant, c'est vrai, vous avez vu la solution monarchique, maintenant, rien n'empêche de créer, d'ailleurs c'est ce qu'a voulu faire l'Action française, elle voulait créer un État monarchique pour ramener le roi, et c'est plus que jamais important de répandre cet état d'esprit dans la nation, car bien sûr, rien ne naît de rien, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit porteur de ce renouveau national pour pouvoir le faire découvrir avant de le permettre de le goûter. Merci de votre attention.